Je suis allé en Russie en m'attendant à de la tension, à la guerre et à des sanctions. Tout ce que je voyais à la télé. Mais c'est le contraire qui s'est produit, tu vois? Au lieu de tension, je suis tombé amoureux, à chaque coin de rue. Il y avait des princesses partout. Je ne savais même plus où regarder. Une ville vibrante, des gens souriants. Et pour l'amour de Dieu, je n'ai jamais vu autant de belles femmes avec un sourire sincère et bien dans leur peau. À chaque pas, l'histoire que je voyais aux infos à la télé s'effondrait. Peu à peu. Et là, j'ai compris. J'étais au mauvais endroit? Ou les médias exagèrent-ils beaucoup? 1. La vie réelle. Mec, la première chose étrange en Russie n'était pas la langue, ni la politique, ni quelqu'un me regardant de travers. C'était payé. Je suis arrivé à Saint-Pétersbourg en pensant que le défi serait de déchiffrer le cyrillique, de commander de la nourriture sans me ridiculiser. Mais non. Le problème était bien plus basique. Ma carte ne fonctionnait pour rien. Rien. Visa, Mastercard, Apple Pay, Google Pay, tout est devenu un ornement de portefeuille. Et là, vous comprenez vite. En Russie, l'argent liquide n'est pas une option, c'est la règle. Vous revenez directement aux années 90, à compter les billets, à séparer les liasses, à garder l'argent dans le slip à côté de mon œuf. Et avec cette étrange sensation de faire quelque chose de mal, même si ce n'est pas le cas. Et c'est là que ça commence à faire tilt. Ce n'est pas un pays en faillite, c'est un pays déconnecté du système financier occidental. C'est bien différent, n'est-ce pas? Seulement de l'extérieur, ils vendent tout comme si c'était la même chose. Bien sûr, il y a des galères. Acheter en ligne devient un casse-tête. L'application de taxi ne fonctionne pas sans puce russe. Vous vous promenez avec trop d'argent dans la poche, ce qui n'est jamais confortable. Mais en même temps, la ville fonctionne. Café plein, restaurants ouverts, gens qui achètent, discutent, vivent. Alors j'ai pensé, d'accord, maintenant je vais voir l'effet des sanctions. Mais non, pour ceux qui ne savent pas, la Russie vit encore sous des sanctions internationales imposées par les États-Unis, l'Union européenne et leurs alliés à cause de la guerre en Ukraine. Il y a des restrictions financières, commerciales, énergétiques. Le pétrole russe, par exemple, a été interdit par voie maritime dans plusieurs pays. En théorie, cela devrait se voir dans la rue. En pratique, ce n'est pas ce que j'ai vu. J'ai commencé à marcher et tout était ouvert. Centre commercial en activité, restaurant plein, café bondé. La question se pose d'elle-même. Où sont les sanctions? Elles sont là, mais pas de la manière dramatique qu'on imagine. McDonald's, KFC, Starbucks ont disparu, mais ce n'est pas parti et fini. C'était plutôt le propriétaire est parti, le bâtiment est resté. À la place de Starbucks, il y a une autre marque, un autre nom, un autre propriétaire. Le logo, presque identique. Le menu, pratiquement le même. Et le café, ça reste du café. Parce qu'à la fin de la journée, les gens veulent toujours s'asseoir, discuter et prendre un café. Et aucune sanction ne change cela. De l'extérieur, on dirait qu'ils ont tout éteint. De l'intérieur, on dirait qu'ils ont juste changé l'étiquette. Il n'y a pas d'ambiance de collapse. Il y a une adaptation silencieuse, presque gênante de par sa normalité. Cela brise totalement cette image d'un pays bloqué, arrêté, survivant en mode urgence. Ce n'est pas une vie parfaite, bien sûr. Il y a un impact, il y a des limitations. Mais ce n'est pas ce scénario de film apocalyptique qu'ils vendent à l'extérieur. Et en marchant là, avec de l'argent en poche, magasin plein et café en fonctionnement. Deux questions ont commencé à vraiment déranger. Si le système s'est effondré, mais que la vie continue, qu'est-ce qui s'est exactement effondré? Et cette histoire de sanctions, elle a été faite pour arrêter qui, au final? Le gouvernement ou le touriste, qui pensait arriver dans un désert économique? 2. La Russie que personne ne montre. Après avoir compris que l'argent fonctionnait, que le café existait et que la ville ne vivait pas un épisode de The Walking Dead, j'ai enfin commencé à regarder autour de moi. Et c'est là que Saint-Pétersbourg a commencé à me gêner. Parce que dans ma tête, la Russie était grise, lourde, bâtiments brutaux, tout un peu soviétique, un peu déprimant. Sauf que Saint-Pétersbourg a simplement ignoré ce scénario. Elle est trop belle, et ce n'est pas une beauté bien rangée, c'est une beauté d'exagération. Grands bâtiments colorés, pleins de détails, canal traversant la ville, pont partout, coupole dorée surgissant de nulle part. Là, vous comprenez pourquoi on appelle cet endroit la Venise du Nord. Ce n'est pas une figure de style, c'est vraiment de l'envie. Saint-Pétersbourg, fondé en 1703, a gagné ce surnom à cause des canaux, des ponts et de l'architecture élégante sur les rives de la Neva. Et il y a une raison claire pour cela. Cette ville n'a pas été faite pour ressembler à la Russie, elle a été faite pour ressembler à l'Europe. Elle a été créée au XVIIIe siècle par Pierre le Grand, justement pour être la fenêtre de la Russie sur l'Occident. Le message était simple. Regardez-nous, nous savons aussi faire de belles villes. Et ça a marché. Vous marchez quelques pâtés de maison et vous pensez, cela pourrait être Paris. Marche un peu plus. OK, ça ressemble à Amsterdam. Tourne le coin et voilà, maintenant c'est Venise. Si je te montrais ces images sans légende, tu ne devinerais jamais que c'est la Russie. Et cela brise complètement tout ce qu'on a été entraîné à imaginer.
Parce que Saint-Pétersbourg ne ressemble pas à une ville soviétique. Elle ressemble à une ville impériale qui a survécu au temps. Et un détail important, ce n'est pas une ville de cinéma ni une carte postale isolée. Nous parlons de presque 6 millions d'habitants, l'une des plus grandes villes d'Europe. C'est la vie réelle qui se déroule dans un décor absurde. Et pendant que je marchais, une idée a commencé à me frapper fort. Est-ce que la Russie que nous imaginons n'a jamais inclus Saint-Pétersbourg? Parce qu'ici, il n'y a pas d'ambiance de fin du monde. Il y a une ambiance de ville qui sait exactement qui elle est et qui ne ressent pas le besoin de l'expliquer à qui que ce soit. Et quand vous arrivez à ce point de la promenade, la prochaine étape est inévitable. La rue où tout se passe, où la ville se montre, où vous comprenez comment les gens vivent vraiment. Nevski Prospect. Et là, les choses passent à un autre niveau. 3. La rue où tout se passe. Dans chaque grande ville, il y a une rue qui sert de vitrine. C'est celle qui concentre tout en même temps. Commerce, bars, restaurants, gens beaux, touristes perdus et habitants pressés. À Saint-Pétersbourg, cette rue est la Nevski Prospect. Pensez à une Oxford Street, mais plus large, plus belle et avec beaucoup moins l'air d'un parc à thème. Vous commencez à marcher par là et vous réalisez rapidement que ce n'est pas seulement une rue commerciale, c'est une scène. Il y a des boutiques de souvenirs, des cafés, des restaurants, des bars, des musées, des églises monumentales, tout est mélangé. La cathédrale de Kazan, par exemple, apparaît au milieu de l'avenue comme s'il était normal de croiser un bâtiment de cette taille en allant au travail. Mais le plus curieux n'est pas l'architecture, c'est l'ambiance. La rue est pleine, des gens marchent vite, d'autres se promènent sans hâte, des couples rient, des amis discutent, le trafic est fluide, rien ne semble indiquer une ville en crise. Et là, je remarque autre chose. Il n'y a presque pas de touristes, ou du moins pas le touriste classique. Qui attire l'attention là-bas? C'est moi, parlant anglais, avec une caméra à la main, m'arrêtant pour tout regarder comme si je venais de tomber du ciel. Je commence à sentir des regards, rien d'agressif, juste de la curiosité, du genre « Qu'est-ce que ce type fait ici ?» Et cela change complètement l'expérience. Vous n'êtes pas invisible, vous n'êtes plus un parmi la foule touristique, vous devenez partie du décor étrange. Et curieusement, cela rend tout plus humain parce que les gens discutent, plaisantent, commentent le football, se plaignent de la politique, mais à leur manière, sans performance. Là, vous réalisez une chose importante. La ville n'essaie de prouver rien à personne. Elle vit simplement. Alors que de nombreuses capitales européennes semblent aujourd'hui tendues, silencieuses ou excessivement policiers, la perspective Nevski semble détendue. Bars ouverts, tables sur le trottoir, gens buvant en milieu de semaine, comme si c'était normal. Et peut-être que c'est le cas. Et en marchant là, au milieu de ce théâtre humain, vient cette question gênante. Qui a dit qu'une ville sous sanction devait paraître triste? Parce que si c'est le centre nerveux de Saint-Pétersbourg, alors le nerf fonctionne très bien. Et c'est justement là, au milieu de cette rue pleine de vie, que je commence à mieux observer les gens, leur façon de s'habiller, leur confiance, leur posture, surtout les femmes. Et cela change complètement la perception de la ville. 4. Femmes et le jeu social. Après quelques minutes à marcher sur la Nevski, vous arrêtez de regarder les bâtiments et commencez à regarder les gens. Et là, Saint-Pétersbourg change de catégorie, car ce n'est pas seulement une belle ville, c'est une ville coquette, dans le bon sens. Les gens prennent soin d'eux, s'habillent bien, marchent avec prestance, même dans le froid. Il n'y a pas cette esthétique de laisser aller. Ici, il y a une présence. Cela change l'ambiance de la rue, la façon de marcher, de regarder, de converser. Les femmes attirent l'attention non pas par exagération, ni par des vêtements courts ou des poses d'Instagram. C'est la posture. Elles passent comme si elles savaient où elles allaient, sans s'excuser et sans essayer de plaire à qui que ce soit. Et quand les gens se respectent et prennent soin d'eux, l'espace public devient un lieu social, pas un champ de bataille. Personne ne semble avoir peur, personne ne marche perdu, personne n'essaie de fuir. Ce stéréotype du Russe froid et fermé tombe rapidement. Dans la rue, les gens discutent, rient, se retrouvent après le travail, s'arrêtent dans des cafés, s'assoient sur des bancs. La ville t'attire hors de chez toi. Alors, vous comprenez pourquoi Saint-Pétersbourg est considérée comme la ville la plus européenne de Russie, non seulement pour son architecture, mais aussi pour son comportement. Il y a une vie entre le travail et la maison. Il y a des rencontres. Il y a la nuit. Il y a la rue. Et quand vous combinez cela avec une ville belle, sûre et fonctionnelle, cette question inévitable surgit.
Pourrais-je vivre ici? C'est à peu près à ce moment-là que j'ai parlé avec une fille russe. Conversation normale, sans interview. J'ai demandé ce qu'il faut savoir avant de venir vraiment en Russie. Elle a ri et a dit la vérité. D'abord, ne saluez pas les inconnus dans la rue et ne demandez pas « ça va ?» là-bas, cela semble faux. Si tu ne connais pas, n'engage pas la conversation. Ce n'est pas de la grossièreté, c'est du respect. Deuxièmement, si tu entres chez quelqu'un, enlève tes chaussures. Toujours. Règle sacrée. Troisièmement, prépare-toi pour le thé noir, fort et chaud. Le café existe, mais le rituel, c'est le thé. Quatrièmement, étudie l'anglais. Beaucoup de gens le parlent, surtout dans les grandes villes. Et cinquièmement, les Russes aiment se réunir. Un dîner entre amis inclut presque toujours des boissons. Pas pour tomber, mais parce que cela fait partie de la rencontre. Elle a tout dit en riant, comme quelqu'un qui avertit un ami de ne pas se ridiculiser. Et là, c'était clair. La Russie peut sembler fermée de l'extérieur, mais à l'intérieur, elle est pleine de règles invisibles. Quand on comprend ces règles, la ville cesse d'être étrange et commence à avoir du sens. 5. Été et nuit blanche. Il y a quelque chose qui change complètement Saint-Pétersbourg, et non, cela n'apparaît sur aucune photo dramatique d'hiver avec des gens en manteau jusqu'au front. Cela s'appelle l'été. La ville se trouve à un peu plus de 60 degrés de latitude nord, presque au bord du cercle polaire arctique, et cela crée un phénomène merveilleux appelé nuit blanche. Entre la fin de mai et juillet, le soleil refuse pratiquement de partir. Il disparaît timidement vers 11 heures du soir et revient avant 3 heures du matin comme pour dire « Détends-toi, je reviens déjà ». Maintenant, imaginez que se passe-t-il dans une ville de presque 6 millions de personnes quand la nuit n'existe pratiquement pas? Exactement. Elle devient folle, dans le bon sens. Le jour devient un élastique. Il s'étire, 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 et avec lui s'étire la vie. Après le travail, personne ne se précipite à la maison. Les gens marchent, s'assoient dans les parcs, s'arrêtent près des canaux, discutent comme s'il était encore 6 heures de l'après-midi. Et ce n'est pas une exception, ce n'est pas un événement spécial, c'est la routine. C'est aussi en été que la ville met le bloc dans la rue. Festivals, concerts en plein air, événements des nuits blanches. Avant la guerre, cela attirait des millions de touristes internationaux. Aujourd'hui, même sans toute cette foule, la coutume est restée. La ville a appris à profiter de son propre été et ne l'a plus lâché. Et là, il y a un autre détail qui change tout. La mer. Saint-Pétersbourg a un accès direct au golfe de Finlande, relié à la mer Baltique. Cela crée des plages urbaines, des promenades et des espaces ouverts où les gens passent des heures à simplement exister. Ce n'est pas une plage de selfies ni de vendeurs criants. C'est un espace public utilisé. Et une ville avec la mer, c'est autre chose. Elle respire différemment. En été, ces endroits se remplissent de familles, d'amis, de couples, de gens prenant le soleil dès qu'un rayon apparaît, de gens marchant la nuit sans cette sensation de « la journée est finie, allons dormir ». Et puis vient la partie la plus drôle. Cela ne devient pas le chaos, ce n'est pas une vie nocturne chaotique, ce n'est pas un bruit infini, c'est de la convivialité. La ville ne devient pas une scène, elle devient un immense salon. Et en regardant tout cela, la question vient presque en riant. Comment quelqu'un peut-il encore imaginer Saint-Pétersbourg comme un endroit froid, isolé, sans vie? L'été fait exactement le contraire. Il allonge la journée et semble aussi allonger l'envie des gens de vivre la ville. 6. La nuit qui fonctionne. Quand il fait sombre, ou presque sombre, car ici c'est relatif, Saint-Pétersbourg ne se retire pas. Elle change de tenue, les lumières s'allument, les bars commencent à se remplir, les restaurants prennent vie. Soudain, plus de voitures de luxe apparaissent. Des gens bien habillés sortent du travail directement dans la rue, comme si le travail n'était qu'une pause entre deux parties de la journée. Et le climat change. Il n'y a pas cette sensation de « partons vite ». Il y a une ambiance de permanence. Les gens marchent lentement, discutent sur le trottoir, s'assoient pour boire, sans regarder l'horloge toutes les 5 minutes. Et puis vient une chose que je ne m'attendais pas à ressentir si tôt. La sécurité. Pas cette sécurité exagérée de police à chaque coin de rue, sirène, visage fermé. C'est autre chose. C'est la sensation simple de pouvoir marcher. Téléphone à la main, appareil photo en bandoulière, sans regarder par-dessus l'épaule tout le temps. Et cela compte, parce que si vous avez déjà marché la nuit dans plusieurs capitales européennes ces dernières années, vous sentez la différence immédiatement.
Il y a des villes aujourd'hui où sortir le soir ressemble à un test de survie sociale. Ici, non. Je ne dis pas que c'est parfait ni que rien ne se passe, mais la sensation est différente. C'est la différence entre marché tendu et marché présent, et cela change complètement la vie nocturne. Les bars restent pleins jusqu'à tard. La musique ne semble pas clandestine, les gens ne semblent pas avoir peur d'être là. Vous voyez des groupes d'amis, des couples, des gens seuls, tout le monde partageant le même espace sans cette tension invisible dans l'air. Et là, une question très simple m'est venue. Combien de belles villes dans le monde ont perdu cela sans même s'en rendre compte? Parce que Saint-Pétersbourg, la nuit, ne ressemble pas à une ville en crise. Elle ressemble à une ville confiante, assez confiante pour laisser les gens vivre. Et quand vous marchez ainsi, tranquille, en observant tout, vous finissez inévitablement par entrer dans un autre univers de la ville. Alors que beaucoup de villes européennes sont devenues des manuels de survie, ici, la nuit ressemble encore à la nuit. 7. La ville qui a survécu. Je sors du métro et je tombe sur lui. Lénine, grande statue, posture sérieuse, zéro charisme pour un selfie. Cette présence qui ne demande pas si vous êtes d'accord. Elle est juste là, vous fixant comme pour dire « Oui, cela s'est passé ici ». Et c'est là que vous vous rappelez, Saint-Pétersbourg n'est pas seulement belle, elle est chargée, beaucoup. Cette ville a déjà été Saint-Pétersbourg, puis est devenue Leningrad, puis est redevenue Saint-Pétersbourg. Peu de villes dans le monde ont changé de nom à cause de révolutions, de guerres et de l'effondrement d'empires, et ont continué à exister, à fonctionner, belles et pleines de gens allant et venant, comme si c'était normal. C'est d'ici que la révolution russe a pris forme en 1917. C'est ici que Lénine est devenu un symbole, et c'est aussi ici que la ville a failli disparaître de la carte. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Leningrad est resté assiégé pendant 900 jours, sans nourriture, sans chauffage, sans issue. Plus d'1 million de personnes sont mortes, et pourtant, la ville n'est pas tombée, ce qui est sincèrement déjà absurde en soi. Et là, vous vous promenez aujourd'hui sur ces belles places, vous voyez des couples prendre des photos, des enfants courir, des gens rire, et vous pensez, mec, ici, c'était l'enfer absolu, jusqu'à ce que vous vous en souveniez à nouveau. Le croiseur Aurora est là, tranquille, beau, presque photogénique, mais c'est le tir symbolique de ce navire qui a déclenché la révolution. Un tir, un pays entier a été bouleversé. Rien de dramatique, juste une histoire lourde stationnée devant vous. Et c'est le charme étrange de Saint-Pétersbourg. Elle est belle, mais elle n'est pas légère. Elle s'habille d'Europe, mais porte une cicatrice soviétique. Elle est à la fois vitrine et traumatisme. Peut-être que c'est pour cela qu'elle a cette énergie différente, confiante, mais sérieuse, vivante, mais consciente de ce qu'elle a déjà traversé. Parce que, on va se le dire, quand un endroit survit à la révolution, à la famine, au siège et à presque l'effacement, les sanctions, l'hiver rigoureux et l'isolement, ça n'effraie pas tant que ça. C'est comme on a déjà vu pire. Et après une journée entière à marcher, observer, absorber tout cela, la sensation qui reste n'est pas la peur, c'est la confusion. Une bonne confusion, celle qui chamboule la tête. Parce que rien, absolument rien, ne correspond à 100% à l'image qu'on t'a vendue. Hé, et si tu es arrivé jusqu'ici, commande Saint-Pétersbourg ci-dessous, parce que seuls ceux qui ont regardé jusqu'à la fin ont compris l'ampleur de ce choc. Et avant de partir, ne rate pas la vidéo qui apparaît à l'écran maintenant, d'accord? Sérieusement, cet endroit est vraiment magnifique et ce que j'ai vu là-bas change complètement la façon de voir le pays. On se voit dans la prochaine vidéo. Salut!